riche en perspectives et avant de recevoir les premiers invités, je vous propose un temps de rétrospective sur le projet de territorialisation avec Bénédicte Durand-Roch et Marina Kotaseski-Maya, que j'invite donc à venir. Très bien, ça nous fait plaisir. Mesdames, bonjour. Je ne vous représente pas une nouvelle fois. Et puis en plus, je pense que beaucoup vous connaissent déjà. Vous avez travaillé vous travaillez toutes les deux à l'association, bien évidemment. Vous avez contribué activement aussi à la préparation de ces rencontres et je vous en remercie. Et pour démarrer, peut-être, vous pouvez revenir sur le projet de territorialisation. Bénédicte. Merci Bastien. En effet, je vais m'y employer. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Le micro fonctionne, c'est comme chez Jacques Martin, ça se met un peu plus proche. Okay. Non, je ne vais pas pouvoir non plus. Alors Marina et moi, aujourd'hui, sommes ravis de partager avec vous ce projet qui nous occupe beaucoup à l'Association française des aidants. Moi, j'arrive à le dire très vite parce qu'on s'y est vraiment beaucoup entraîné. C'est donc le projet de territorialisation et c'est de fait la territorialisation de notre démarche associative. Alors, il m'en revient aujourd'hui de vous en présenter les grandes lignes, parce que peut-être que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance sur ce projet, d'en rappeler les origines, la stratégie politique qui nous sous-tend, et puis évidemment les objectifs que l'on poursuit. Ensuite, Marina prendra le relais pour vous présenter les premiers travaux et les premiers enseignements issus du travail que l'on mène actuellement avec les acteurs de terrain, dont d'ailleurs certains sont présents aujourd'hui avec nous, et qui ont accepté de partager leur expérience. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les en remercier. Alors, d'où vient cette idée de territorialiser notre action et comment est né ce projet? Ce projet, c'est d'abord une ambition associative. Une ambition qui est soutenue avec force par notre conseil d'administration, qui l'a matérialisé dans le cadre du projet associatif 2022-2025. L'objectif, il est clair, il est de structurer et de renforcer durablement la présence de l'association au plus près des territoires. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que si nous voulons que notre action ait un véritable impact pour les proches aidants, évidemment, elle doit s'enraciner là où les besoins s'expriment, là où les réalités se vivent, c'est-à-dire sur le terrain, au plus près des acteurs. Fort de son réseau de plus de 200 adhérents sur l'ensemble du territoire national, l'Association française des aidants est d'envergure nationale. Mais cette dimension, évidemment, ne saurait être un but en soi, car comme d'autres organisations d'ailleurs que vous représentez, que certains représentent aujourd'hui, nous sommes toutes et tous au service d'un engagement qui nous transcende. C'est celui de contribuer évidemment à l'amélioration des conditions de vie des proches aidants, où qu'ils se trouvent. Alors, comment l'association entend-elle répondre à cet engagement? D'abord, en accompagnant plus efficacement nos porteurs de projets, notamment en collaborant avec eux de manière beaucoup plus étroite que nous l'avons fait jusqu'à présent. Ensuite, en se mettant au service des dynamiques de coordination locale existantes. Elles sont nombreuses, et maintenant, il est temps de les rendre visibles. Ou encore, en investissant davantage les espaces de démocratie participative au niveau local et national, pour porter plus haut et plus fort la voix des proches aidants. Et donc, c'est dans cet esprit que le conseil d'administration a souhaité poursuivre cette orientation dans sa stratégie 2025-2027, où la territorialisation fait l'objet d'un axe à part entière de la feuille de route. Cette stratégie, elle s'inscrit donc pleinement dans le positionnement d'intermédiation, on en a parlé tout à l'heure, qui est celui de l'Association française des aidants, et qui se veut finalement être un trait d'union entre le local et le national, entre les institutions et les professionnels de terrain. Lorsqu'on évoque à l'association le projet de territorialisation, à quoi fait-on référence exactement? En quoi consiste ce projet? Quels sont les enjeux qu'il soulève? Quels objectifs opérationnels vise-t-on précisément? Alors, c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure, déjà, vu la difficulté qu'on a parfois entre nous à articuler le nom du projet de territorialisation, voilà. On peut se réjouir que lui, au moins, s'articule bien autour de 4 enjeux. Vous les voyez inscrits à l'écran. Le premier,
c'est de contribuer à fédérer les acteurs de l'aidance à l'échelle locale, notamment, je viens d'en parler, en investissant les espaces de démocratie locale, comme les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, donc les fameux CDCA. Il s'agit également pour nous de trouver pleinement notre place dans le nouveau service public départemental de l'autonomie, le SPDA, qui ne peut se construire sans la voix et la participation directe des personnes concernées, au premier rang desquelles celle des projets aidants pour ce qui nous concerne. Pour faire simple, notre objectif, c'est d'encourager le dialogue et la coordination entre les acteurs locaux et de faire naître des dynamiques collectives et participatives autour de l'aidance. 2 points de vigilance tout de même qu'il me semble important de préciser à cette étape. Pour nous, territorialiser l'action ne signifie pas se substituer à celle d'acteurs en présence sur les territoires. Au contraire, pour nous, territorialiser l'action vise la complémentarité et la cohérence des actions entre elles. Donc l'idée, c'est bien d'agir en subsidiarité, c'est-à-dire d'intervenir à la juste place, en complément d'un autre niveau d'action, mais évidemment sans le remplacer. De la même façon, territorialiser notre action ne vise pas non plus à plaquer sur un territoire un modèle qui viendrait de Paris, de la capitale. L'objectif est bel et bien de cultiver ce qui se fait sur les territoires depuis et avec les territoires. Le deuxième enjeu, c'est de repérer et de valoriser les initiatives locales, les bonnes pratiques et les dispositifs innovants. Donc il ne s'agit pas seulement d'observer, il s'agit également pour nous de pouvoir capitaliser ces initiatives, de pouvoir les partager, les essaimer, en tout cas pouvoir s'appuyer sur des expériences inspirantes que nous aurons pu repérer sur d'autres territoires. Le troisième enjeu vise l'émergence de communautés de pratiques reliant les professionnels de l'accompagnement et du soin, ceux du droit commun, qu'on a tendance souvent peut-être à oublier dans nos propos, et évidemment les personnes concernées. En fait, nous sommes convaincus à l'association que cette mise en synergie facilitera les dynamiques de co-construction pour concevoir des réponses plus ajustées et plus pertinentes aux besoins et aux attentes exprimées par les proches aidants. Enfin, nous avons l'enjeu de renforcer les capacités des acteurs de notre réseau en mettant notamment à disposition des outils et des ressources actualisés. Je pense notamment aux outils de plaidoyer, on en parlait tout à l'heure, des supports de communication, des données utiles également concernant le réseau, et également une veille sur l'évolution des politiques publiques et du cadre réglementaire dans lequel nous nous inscrivons. L'objectif recherché est ici encore assez clair, c'est l'idée de permettre à notre réseau de porteurs de projets, donc un certain nombre d'ailleurs, donc vous êtes un certain nombre dans la salle, d'agir de manière plus efficace et de fait, et par là même, d'accroître leur impact et leur influence sur leur territoire d'intervention. Alors, le projet de territorialisation, où en est-on? Tout à l'heure, on l'a rappelé, symboliquement, ce projet a été lancé officiellement lors de l'anniversaire des 20 ans à Lille, donc le 4 juin 2024. Donc, il y avait près de 150 acteurs d'écosystèmes de la proche aidance qui s'étaient joints à nous pour cet événement. Et à titre personnel, d'ailleurs, c'était le premier événement que je vivais de l'Association française des aidants et qui était assez marquant pour ça. Et pour celles et ceux qui étaient présents ce jour-là, je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être qu'il y avait des ateliers de travail prospectif que nous avions organisés, justement autour de l'avenir de notre association et des enjeux liés à ce fameux projet dit de territorialisation. Ces temps d'échange avaient été extrêmement riches et il nous a permis finalement de recueillir une matière et des réflexions très intéressantes qui ont nourri notre stratégie et ont contribué à faire émerger des pistes concrètes pour la réalisation de ce projet. Je vous partage quelques exemples de pistes de travail qui nous ont été suggérées ce jour-là. Investir davantage les espaces de démocratie sanitaire et médico-sociale, on en a parlé. Renforcer la portée de notre plaidoyer auprès des élus locaux. C'est un véritable enjeu si vraiment on veut que l'association puisse davantage être présente et représentée au sein des territoires.
mettre en place une animation de réseau qui soit à la fois pertinente pour renforcer le lien entre l'association nationale et les porteurs de projets locaux, mais en même temps utile pour favoriser une dynamique d'animation locale, donc directement sur les territoires, donc voilà, entre les porteurs d'un même territoire. Là encore, ou encore également, nous avait été suggéré l'idée de renforcer notre capacité à identifier les initiatives innovantes sur les territoires pour les rendre plus visibles. Donc, vous voyez que ce que je vous ai dit finalement en amont s'inscrit parfaitement dans ce qui avait émergé justement lors de cette journée. Et dans les mois qui ont suivi cet événement, nous nous sommes efforcés avec l'équipe et avec le groupe de travail interne mis en place pour suivre justement le projet de territorialisation, de nous inscrire dans ces perspectives que je viens de citer. Alors, que s'est-il passé depuis un an? Pour commencer, nous avons eu le grand plaisir d'accueillir Marina Petlareski-Maya, avec qui j'ai la chance de travailler sur ce sujet, qui a rejoint l'équipe en tant que chef de projet pour piloter la mise en œuvre de cette stratégie. Son arrivée faisait suite à une des préconisations faites dans le cadre d'un état des lieux qui s'est déroulé entre mai et juillet 2024. Cet état des lieux, il s'est vite avéré indispensable pour l'équipe, puisqu'un certain nombre venaient de prendre ses fonctions, un certain nombre dont je faisais partie, et il nous a permis de mieux comprendre les réalités de l'association, d'identifier les priorités et de poser les bases de ce projet de territorialisation. Clairement, une priorité s'était imposée à nous, c'était celle d'aller à la rencontre de notre réseau de porteurs. Et c'est pourquoi nous avons lancé un cycle de 10 rencontres régionales. Peut-être que certains d'entre vous y ont participé. Des rencontres ont été organisées dans les villes de Lens, de Paris, de Rennes, de Tours, à Strasbourg, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Fréjus, pour rencontrer nos porteurs des DROMCOM. La distance nous a naturellement obligés à passer par la visioconférence, mais l'année prochaine, nous n'excluons pas l'idée d'aller sur place. À bon entendeur, salut. Ces rencontres régionales avaient 3 objectifs. Le premier était celui de favoriser l'interconnaissance. Pour être tout à fait authentique et sincère avec vous, en fait, l'idée c'était aussi de rencontrer les porteurs de projets. Ils ne nous connaissaient pas et nous ne les connaissions pas. Donc voilà, déjà la première des choses c'était de se voir et de se présenter. Ensuite, l'idée c'était de présenter également le projet associatif. Et puis enfin, et c'était pour nous en tout cas quelque chose d'extrêmement important, c'était l'idée de recueillir les besoins, les attentes et les retours du terrain au regard notamment des dispositifs que l'on porte, donc le Café des aidants, l'atelier pour agir, mais également sur l'idée justement de territorialiser l'action de l'association. C'est important que je vous le dise, à chaque rencontre régionale, un membre du conseil d'administration nous a accompagnés. Donc l'idée était vraiment de faire le lien entre le politique et l'opérationnel lors de ces rencontres. Et je les remercie d'ailleurs de nous avoir accompagnés et fait quelques kilomètres avec nous. Les rencontres ont réuni 51 structures et 77 professionnels, ce qui représente environ 25% de notre réseau. Donc pour nous, c'est un chiffre encourageant. C'est la première fois qu'on s'était proposé. Un chiffre encourageant qui nous semble témoigner d'un intérêt certain des porteurs de projets pour ce type de démarche. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons prévu de reconduire, mais peut-être sous un format un petit peu renouvelé, ce cycle des rencontres régionales. Alors, pour en avoir co-animé près de la moitié, mais je sais que c'est également le cas pour l'autre moitié, je voudrais vous dire et remonter l'accueil chaleureux qui nous a été fait à chaque rencontre. Merci à l'ensemble des porteurs de projets qui nous ont accueillis, prêté des locaux. Et merci aux participants pour leur présence. Parfois, certains venaient de loin, certains ont fait plus de 2h30 pour venir à des rencontres régionales. Donc c'est à souligner ici et vraiment, voilà, merci pour ça. Merci pour votre présence et merci pour votre enthousiasme. Alors
bien sûr, les visioconférences ont une utilité, mais clairement, elles ne remplacent pas la force d'une vraie rencontre. J'ai envie de citer Charles Pépin un petit peu en avance, voilà, que nous aurons la joie donc d'entendre cet après-midi. Il écrit que c'est dans la présence réelle de l'autre que se joue quelque chose d'essentiel, un échange d'énergie, un imprévu, une véritable ouverture à l'altérité. Ces rencontres régionales, c'était tout ça à la fois. Nous avons rencontré des professionnels, des hommes et des femmes convaincus et engagés. Je peux vous dire, vraiment, c'est quelque chose qu'on a partagé en équipe, parce que toute l'équipe a participé, nous n'étions pas seulement deux. Au fil des rencontres, le sens de notre action devenait de plus en plus évident. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de vous partager un petit peu ce qui s'est dit dans ces rencontres. Évidemment, je ne pourrais pas être exhaustive. Il y aura un document, un compte-rendu exhaustif de ce qui sera remonté. Mais en substance, voici ce que je peux vous dire aussi, ce qu'on a entendu. L'Association française des aidants représente pour certains de nos adhérents un point d'ancrage. J'ai même entendu à Bordeaux la notion de phare. Elle est parfois la racine de leur action en direction des proches aidants. Nos porteurs saluent le dynamisme de l'association, l'expertise en son sein qu'ils peuvent facilement solliciter, la qualité des outils qu'elle met à la disposition, sa vision militante et son envergure nationale qui lui permet d'être reconnue par les acteurs de l'écosystème. Mais l'Association française des aidants doit renforcer sa visibilité dans les territoires. Donc, ceci dit, c'est très bien puisque cette remarque s'inscrit tout à fait dans une partie des objectifs du projet de territorialisation. Concernant le plaidoyer, nos adhérents aimeraient disposer de supports de présentation ou d'éléments de langage plus fournis. D'abord, pour mieux connaître et s'approprier le plaidoyer que l'on porte au national. Ensuite, pour pouvoir l'adapter aux réalités de leur territoire. Et enfin, pour faire remonter les spécificités locales et contribuer à l'évolution du plaidoyer national. À Strasbourg, Fréjus et Toulouse notamment, le message avait été très clair. Il était essentiel de mieux accompagner des acteurs souvent isolés dans ce type de démarche de plaidoyer. Et l'enjeu, donc, en tout cas, c'est ce qu'on nous a, c'est le message qu'on nous a fait passer. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se rassembler pour peser davantage auprès des interlocuteurs, de créer un effet de masse et de gagner en visibilité et en influence auprès des pouvoirs publics, tant locaux que nationaux. Pour répondre à cette attente, nous pouvons désormais compter en interne, et on en a parlé ce matin, sur une nouvelle team au sein de l'Association française des aidants, la bien nommée la team plaidoyer. La team plaidoyer, à qui d'ailleurs nous avons déjà relayé, et Simon en a fait état en introduction, l'idée d'essoufflement administratif, selon la formule consacrée qu'on a beaucoup entendue d'ailleurs, l'essoufflement administratif, pour dire le temps passé à rechercher des bouts de financement sans jamais être certain de pérenniser les actions en direction des proches aidants. Concernant l'offre de l'Association française des aidants, nos adhérents mettent en avant les apports essentiels des deux dispositifs, qu'il s'agisse du café des aidants ou de l'atelier Comprendre pour agir. Selon eux, ces dispositifs, au-delà de répondre aux besoins des proches aidants, incarnent de manière très concrète notre plaidoyer en faveur de la citoyenneté des aidants. Il salue également le travail mené pour actualiser le format de l'atelier Comprendre pour agir. A priori, de ce qui nous remonte, le format de l'atelier est beaucoup plus accessible et la qualité de l'animation en a été clairement améliorée. Et aujourd'hui, une nouvelle étape est envisagée, celle de la co-animation avec les proches aidants. On en a également parlé tout à l'heure. S'agissant des cafés des aidants, cette fois, les porteurs de projets expriment le besoin d'un accompagnement plus étroit de notre part. Et à ce titre, le lancement du chantier d'actualisation des mallettes mises à la disposition a été plutôt très bien accueilli. Voilà, donc les mallettes, je regarde François parce que c'est lui qui est chargé du suivi du projet. Normalement, on devrait avoir des mallettes toutes neuves en fin d'année. Enfin, et quel que soit le dispositif, et c'est vrai que c'est important parce que ça rejoint finalement les questions de plaidoyer, plusieurs freins ont été évoqués de manière récurrente. La difficulté d'inscrire ces dispositifs dans la durée, faute de financement pérenne. La difficulté parfois également de mobiliser des proches aidants, et ce pour différentes raisons. Difficultés liées à la mobilité, on a parlé des transports également tout à l'heure, manque de relayage de l'aidant,
Donc je l'ai bien noté et c'est bien inscrit dans l'idée, par exemple, d'en faire un labo du réseau déjà pour relayer un certain nombre d'initiatives, de vos initiatives qui pourraient aider en cela. La difficulté liée au fait que les aidants ne se reconnaissent pas toujours comme tels, ça aussi, ça fait partie des freins que nos porteurs de projets nous ont remontés. Un sujet tout le temps, à chaque fois évoqué, celui de la situation des proches aidants endeuillés, le sujet de la post-aidance. À chaque rencontre régionale, le sujet est venu dans les échanges. Alors récemment, nous avons dédié un labo du réseau, notre webinaire bimestriel au sujet de la post-aidance. Nous l'avons fait en partenariat avec l'association Le Lien Psy, avec laquelle d'ailleurs nous envisageons également de proposer une formation sur le sujet. Donc ça, c'est bien pris en compte. Et voilà, on souhaite vraiment avancer sur cette question. Côté vie et animation de réseau, il ressort clairement que les porteurs de projets attendent de notre part un engagement plus fort, avec une attention particulière portée aux réalités locales. Concrètement, ils nous demandent que l'on crée des conditions favorables aux échanges de pratiques. Donc voilà, l'idée d'organiser des échanges de pratiques localement et à une meilleure connaissance mutuelle entre porteurs de projets d'un même territoire. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pourquoi nous avons pris la décision de reconduire le cycle de rencontres régionales en proposant cette fois à nos adhérents, à nos porteurs de projets, en tout cas ceux qui le souhaitent, d'en co-construire le format avec vous, l'idée étant de répondre le plus précisément à vos besoins. Nous avons déjà quelques idées, je vais en citer deux. Peut-être, pourquoi pas, les faire coïncider avec des temps d'analyse de pratiques professionnelles. Il y a voilà, ce qu'on appelle des REX pour l'atelier Comprendre pour agir, et puis des réunions d'analyse de la pratique pour les cafés des aidants. Et bien voilà, pourquoi pas faire coïncider également ces temps où les animateurs peuvent échanger entre eux, ou profiter également de ces rencontres pour faire venir des intervenants experts sur les territoires. Voilà, pour permettre de prendre peut-être un petit peu de hauteur par rapport à un quotidien souvent assez complexe. Donc, petit message pub, pour celles et ceux intéressés par cette démarche, revenez vers nous. Vraiment, ce serait vraiment chouette qu'on puisse reconstruire ces temps de rencontres ensemble. Côté outils d'animation de réseau, nous mettrons très bientôt à disposition, ça aussi ça a été une demande récurrente, une plateforme collaborative qui sera accessible depuis notre site internet. Donc le développement est en cours et nous en prévoyons sa mise à disposition en fin d'année. Voilà. En parallèle des rencontres régionales, nous avons amorcé un travail de fond sur les dynamiques de coordination locale. Et pour entamer cette réflexion, quoi de plus évident que de nous appuyer sur l'existant. Nous avons donc choisi d'étudier plusieurs modèles de coordination, aussi bien portés par notre réseau d'adhérents que par certains de nos partenaires. Et pour ce faire, nous avons réalisé des études de cas et des visites de terrain. Voilà, c'est Marina qui a piloté tout ça pour observer, comprendre et surtout apprendre auprès de ceux qui agissent dans ce type de format sur le terrain. Cette démarche nous a peu à peu permis de dégager quelques premiers éléments de ce que nous entendons par coordination locale et que nous travaillons actuellement avec le groupe de travail sur le projet. Donc il est temps maintenant de vous présenter les premiers enseignements de ce travail d'analyse que nous avons souhaité valoriser dans une publication à venir. Vous avez entendu tout à l'heure l'intitulé « Mosaïque aidante », il s'agit de ça. Cette publication paraîtra le 6 octobre à l'occasion de la Journée nationale des aidants, que vous connaissez tous et toutes, et elle mettra donc en valeur 10 initiatives de coordination locale qui a priori fonctionnent. En tout cas, voilà, qui sont intéressants de partager. Et la table ronde qui va suivre va nous offrir justement l'occasion de croiser les regards et de mettre en dialogue les expériences des acteurs de ces dynamiques. Pour conclure, ce projet est exigeant, certes, mais il est profondément porteur de sens. Marina et moi tenions à remercier chaleureusement les membres du conseil d'administration pour la confiance accordée, en particulier Catherine Bertrand-Bouffard, élue du conseil d'administration en charge du suivi de ce projet en lien avec le conseil d'administration. Merci aux membres du groupe de travail projet territorialisation, pardon, ça c'est le mot en interne. Et nous tenions également à remercier l'ensemble des acteurs qui s'engagent dans cette dynamique auprès de nous, qu'ils soient professionnels, bénévoles
partenaires institutionnels ou associatifs. Merci également à toute l'équipe de l'association, parce que sans leur participation, rien ou pas grand-chose ne pourrait se réaliser. Je vous remercie de votre attention et je passe maintenant le relais à Marina. Merci Bénédicte. Merci à vous tous et toutes ici présents. Bonjour. Bénédicte a posé le cadre de notre démarche de territorialisation que j'ai l'immense honneur de mettre en œuvre avec l'ensemble de l'équipe associative, avec les membres du conseil d'administration et avec les adhérents engagés sur le terrain. Le projet de territorialisation, comme l'a exposé Bénédicte, est composé de plusieurs axes. L'animation de réseau, le plaidoyer, la communication, l'analyse et le diagnostic des pratiques existantes, mosaïque aidante, que vous voyez là, qui en plus d'être un bel objet est l'aboutissement de ce premier travail d'étude de terrain que nous menons depuis la fin d'année 2024. Mosaïque aidante, c'est l'histoire de 10 initiatives de coordination locale en faveur des proches aidants et des professionnels qui sont engagés sur le terrain. C'est aussi et surtout l'histoire de personnes, de professionnels de terrain engagés qui à un moment se sont dit qu'ensemble, ils étaient plus forts et plus efficaces. Dans le cadre de cette démarche d'enquête de terrain, j'ai eu la chance d'échanger avec des experts de l'aidance, soit parce qu'ils le sont ou l'ont été eux-mêmes, comme nous le sommes ou le serons tous, soit parce qu'ils les côtoient, les accompagnent et les écoutent au quotidien. Ces rencontres, d'abord motivées par une démarche d'étude de terrain et très analytique sur la coordination territoriale des écosystèmes de l'aidance, ont vite pris une couleur beaucoup plus humaine. Nous avons collecté des informations, des données très précieuses qui sont en phase de consolidation et qui vont servir à la réalisation d'un rapport d'étude d'ici la fin d'année qui va être la base de la poursuite de nos travaux sur cette question. Au-delà des données territoriales, on pourra par exemple faire ressortir la grande diversité des structures qui portent ces initiatives de coordination territoriale. La typologie et des liens et des modalités de travail qui sont à l'œuvre sur le terrain en termes de dynamique partenariale, la composition des écosystèmes de l'aidance en France et les moyens dont ils disposent pour agir. Ce que nous voulons dresser, ce sont les portraits, car ils sont multiples, de la coordination territoriale en faveur des proches aidants en France. Et qui dit portrait, dit personnage, dit personne. Au fur et à mesure de nos apprentissages, nous avons surtout voulu faire ressortir comment étaient nées toutes ces dynamiques de coordination, comment elles se vivent sur place avec celles et ceux qui s'y impliquent. Après avoir réalisé une vingtaine d'entretiens semi-directifs, nous avons repéré et visité 10 territoires particulièrement inspirants en termes de dynamique partenariale. Bien sûr, on aurait aimé visiter nos 20 terrains d'études. Donc finalement, Mosaïque aidante n'est que la pointe émergée. Ce n'est qu'une petite vitrine de tout ce travail et surtout de tout ce qui existe sur le territoire français. Cette publication, elle reflète notre volonté de donner à voir ces dynamiques et de les partager avec vous. Lorsque je me suis rendue sur le terrain, lorsque j'ai rencontré personnellement tous ces professionnels avec qui j'avais déjà échangé par écran interposé, j'ai d'abord été frappée par l'énergie de ces personnes, par leur engagement dévoué, par la vitalité de leurs actions et par leur expertise extrêmement fine. Aujourd'hui, avec le recul encore relatif que je peux avoir sur tout ça, j'ai pas forcément envie de m'attarder sur des données trop techniques ou analytiques. Aujourd'hui, j'ai surtout envie de mettre en avant ces histoires d'hommes et de femmes dont le cœur de métier n'est pas toujours l'aidance, mais qui ont à cœur de porter cette cause. Ils ont repéré des besoins très concrets, auprès de proches aidants, parfois isolés, démunis, épuisés. Ils ont eu l'envie de se donner les moyens, de mieux les accompagner et d'agir surtout avec et pour eux, pour être un réel soutien sur le territoire. Bien qu'implantés sur des territoires très différents et disposant de moyens spécifiques, ou portant des visions de la coordination territoriale très diverses, ces professionnels ont tous un point commun, qui est leur engagement. Ces 10 initiatives que vous trouverez dans Mosaïque aidante sont toutes différentes. Certaines sont implantées en milieu urbain, d'autres en milieu rural. Certaines sont formalisées par des liens contractuels, d'autres reposent sur un engagement purement informel. Elles ont toutes des similitudes. En ce qu'elles reposent sur de l'humain, elles se fondent toutes sur des pratiques de partage, de communication et surtout de valorisation des savoirs de toutes les parties prenantes.
Elles s'inscrivent dans une logique de proximité, de complémentarité, pour permettre aux aidants de chaque territoire d'avoir des réponses adaptées à leurs besoins, qui sont travaillées pour être facilement identifiables et accessibles. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir parmi nous les professionnels de ces 10 initiatives. Nous remercions donc les équipes de l'association Cassiopéa, du dispositif Centre Aidé, porté par l'association Paris Saint-Jacques, qui gère également la maison des aidants et des aînés de Paris Centre, l'association La Cigale et la Fourmi, la dynamique des aidants, co-portée par la maison de Léa et la PFR Sud et Ouest Charente et la PFR Centre, Nord et Est Charente, du dispositif Territoire aidant, porté par la Fondation Edith Selzer, de la PFR Sud des Hauts-de-Seine, gérée par la Fondation Dillon-Lanong, de la PFR de la Réunion, du GIP SAP de la Réunion, de la Maison des parents aidants, portée par l'association Les Bobos à la ferme, de l'Escale des aidants, un dispositif porté par l'association d'Anna Ecker, et enfin de l'association Métropole aidante. Et maintenant, nous allons recevoir pour notre première table ronde de cette belle journée les représentants de 5 d'entre elles. Je vous propose donc d'accueillir Gaëlle Morin, qui est responsable de la plateforme de soutien aux aidants du groupement d'intérêt public de services d'accompagnement à la personne de la Réunion. Estelle Ramès-Arénou, responsable du dispositif Centre Aidé. Ingrid Sapin-Berthaut, responsable et coordinatrice de la plateforme Selzer des aidants, qui remplace Solène Quéré, responsable du dispositif Territoire aidant, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Ludovic Blanc, responsable de la Maison de Léa comme lieu d'écoute pour les aidants, qui co-coordonne la dynamique des aidants. Et enfin, André Simonet, co-directeur de Dana Ecker, le premier tiers-lieu en santé de France. Merci beaucoup à tous. Donc, Gaëlle Morin, bonjour. Tu représentes la plateforme de soutien et d'accompagnement des proches aidants de la Réunion. Coporté par l'ARS, le Conseil départemental et le CHU, ce dispositif mobilise 12 professionnels dédiés pour structurer un accompagnement sur mesure mêlant soutien individuel, action collective et relais à domicile, en fédérant les acteurs publics et associatifs. Il garantit une orientation fluide, un maillage de proximité sur l'ensemble de l'île. La force de ce dispositif repose sur une vision globale, une connaissance fine des acteurs et des actions du territoire, qui permet aux professionnels de première ligne de consolider des parcours d'accompagnement sur mesure. Esther Hamès, bonjour. Tu es ici pour nous parler de Centre Aidé. Lancé en 2017, ce dispositif est régional et il facilite l'accès à l'offre de soutien pour les aidants sur chacun des départements d'Île-de-France. 2 actions pour faire connaître les offres locales. Un site internet et des mallettes destinées aux professionnels. À l'origine de cette initiative, on a donc l'association Autonomie Paris Saint-Jacques, qui est la cheville ouvrière du projet. En assurant la mise en réseau des partenaires, que ce soit des institutions, des associations, des professionnels de santé et du médico-social, elle assure une mission de coordination des acteurs qui est indispensable pour que cet outil ne soit pas qu'un outil de plus, mais bien un levier d'animation régionale au service des aidants. Ingrid, bienvenue. Donc tu co-portes, on va dire, avec Solène, le dispositif Territoire aidant, qui est une dynamique partenariale rattachée à la Fondation Edith Selzer, qui est unique en son genre et qui permet aux professionnels des Hautes-Alpes de se coordonner grâce à des échanges réguliers pour co-construire des actions de sensibilisation et d'information à destination des proches aidants. Les partenaires de la dynamique sont présents sur tout le département, ce qui donne aux professionnels de ce territoire, qui est montagneux, une vision globale de l'offre de services de chacun, particulièrement utile pour vaincre les défis de cet isolement géographique. Ludovic, tu co-portes en toute horizontalité, avec les 2 PFR du département de Charente, la dynamique des aidants. Cette initiative illustre la force d'un modèle d'auto-coordination, né de l'initiative spontanée de professionnels de terrain. Cette démarche fédère aujourd'hui plusieurs dizaines d'acteurs locaux qui co-construisent ensemble des réponses adaptées aux besoins des proches aidants.
Sans cadre rigide, chacun y trouve sa place et contribue selon ses moyens, dans une logique de reconnaissance mutuelle et de valorisation des savoirs. Finalement, c'est un collectif vivant et engagé qui est porté par l'envie d'agir. Et enfin, André, tu es co-directeur de Danaeker, une association qui fait figure de pionnière avec une approche résolument collaborative de l'accompagnement des aidants de la Loire. À travers son dispositif L'Escale des aidants, elle tisse des liens entre près d'une centaine de partenaires locaux pour faciliter l'orientation, la formation et le soutien des proches aidants. Cette coordination fine permet de décloisonner les acteurs du médico-social, d'associer les usagers aux solutions et de construire ensemble une réponse territoriale sur mesure et pluridisciplinaire, un modèle qui est ancré dans les réalités du terrain, porté par une vision humaniste et pragmatique des enjeux de santé. Je suis ravie de vous retrouver tous aujourd'hui. On vous remercie de votre présence et on a hâte d'en savoir plus de votre bouche. Et pour ça, je te laisse jouer Sébastien. Merci. Merci Maria, merci Dominique. En arrière, qui va nous permettre d'être bien présent dans le maintenant avec tous les slides. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu et de prendre la parole ce matin avec nous ici. Petit message à la salle, on aura un petit temps d'échange, si le temps nous le permet, à la fin pour poser quelques questions. L'idée de cette rencontre, de cet échange, c'est aussi pour vous de venir chercher, répondre à vos questions, peut-être trouver des solutions, de nouveaux partenaires, que sais-je. On aura aussi un temps après plus officieux pour échanger, vous allez pouvoir vous rencontrer pendant le temps de déjeuner. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, André, pour démarrer. Alors, vous, l'idée, c'est l'escale des aidants. Qu'est-ce qui a été le facteur déclencheur de votre initiative? Alors, bonjour à toutes et à tous. Ça va, vous m'entendez bien? Déjà, merci beaucoup à la FA pour votre invitation. L'élément déclencheur de l'escale des aidants. Je pense qu'il faut les allumer les uns derrière les autres, sinon ça va faire du harcèle. L'élément déclencheur de l'escale des aidants, ça a vraiment été les besoins identifiés de co-construire à l'échelle d'un département une coordination des acteurs et des dispositifs transpathologiques, tout enjeu, tout âge. Il est assez clair que, vu qu'un aidant sur 3 est d'au moins 2 personnes, le fait d'aider un proche, par exemple un enfant concerné par l'autisme et un parent vieillissant, plonge l'aidant dans 2 écosystèmes, 2 univers, 2 démarches administratives et financières différentes, et que le manque de coordination à l'échelle d'un territoire comme un département, du coup, rajoute énormément de complexité pour les acteurs. Donc on a réuni les différents acteurs, qu'ils soient bien évidemment la force publique, collectivités, État et institutions, les différentes associations, que vous connaissez tous et toutes, APF, UNAFAM, les cancers, sclérose en plaques, le SAMI, Parkinson, tous les collègues, les professionnels de la santé, qu'ils soient soignants ou administrants, et bien évidemment les usagers, personnes concernées, aidants, citoyens, autour de la table. Ce que l'on a réussi à éviter, et ce que l'on travaille à éviter encore, c'est de la réunionnite. On peut déjà tous peut-être y participer de manière involontaire. Donc l'objectif, c'est de surtout pas prolonger la réunionnite pour tous les acteurs, mais bien de co-construire des actions concrètes ensemble avec le prisme de chacun. Et le prisme de chacun, ça va être le savoir expérientiel, du coup des personnes concernées, le savoir soignant et des administrants, le savoir organisationnel et d'ingénierie de projet pour les associations et le savoir administratif de la force publique. Et afin de documenter tout ça, on a la chance d'avoir le monde universitaire de mobiliser pour travailler sur les études d'impact et documenter et pouvoir après, par la suite, essaimer. Donc le départ initial du dispositif Escale des aidants, ça a vraiment été ce besoin, et de produire chaque année ensemble, avec une approche transpathologique, des actions concrètes sur le territoire. Et cette première action s'est concrétisée par un guichet unique avec du coup, des assistantes sociales et des psychologues que nous accueillons, accompagnons et orientons les aidants. Et aujourd'hui, il se déploie avec une douzaine d'antennes sur le département. Merci. Merci André. Alors a priori c'est mon micro, donc Nadia, je me fais des signes de monter là-haut, mais alors je risque de me balader dans la salle, c'est normal, tout va bien. J'ai pas pris trop de café ce matin. On va poursuivre avec vous, Ingrid. Vous, l'initiative partenariale, c'est les territoires des aidants. Même question finalement, comment est née cette initiative? Ça fonctionne ça? Donc en fait, l'initiative chez nous dans les Hautes-Alpes, elle est née en réalité de quelque chose qui préexistait depuis 2017. À savoir que depuis 2017, les acteurs qui œuvraient pour les aidants co-construisaient une journée nationale des aidants, donc le 6 octobre.
qui demandait un tant soit peu de coordination entre les acteurs, et ce qui était compliqué en réalité pour tout le monde. En 2020, la Fondation Edith Selzer, donc pour laquelle je travaille également avec Solène Kéméré, qui est donc porteuse et référente de ce dispositif Territoire Aidant, et qui normalement aurait dû parler aujourd'hui ici, et j'aurais préféré qu'elle le fasse parce que c'est elle qui en parle le mieux. Donc Solène, en fait, est arrivée en 2021 pour justement formaliser une coordination de tous ces acteurs. C'était donc le but principal. Je suis désolée, c'est pas par irrespect que je regarde mon téléphone, elle m'a envoyé ces petites notes. On fait avec les moyens du bord. Donc en fait, les constats qu'on faisait, c'était qu'il y avait de plus en plus d'acteurs qui œuvraient pour les aidants dans les Hautes-Alpes et qui devaient se réunir et se mettre autour de la table pour coordonner leurs actions. Qu'il y avait un manque justement de coordination et de lisibilité de l'offre au sein du territoire, que ce soit pour les aidants ou pour les partenaires, les professionnels. Donc l'idée, c'était de mettre quelqu'un, une personne physique, qui puisse réaliser cette coordination et faire ce travail de facilitateur, on va dire, de coordination de l'offre. Merci Ingrid, vous en tirez très bien et on pense bien évidemment à Solène. Peut-être la partie visible, c'était le guide des aidants que vous avez mis en place, c'est la matérialité finalement de l'action. Exactement. Le guide de l'aidant donc, qui a été créé, il servait à identifier les besoins des aidants. Moi, personnellement, je suis responsable et coordinatrice d'une plateforme de répit sur les Hautes-Alpes et on ne peut pas répondre à tous les besoins de tous les aidants. Donc, quand les aidants ne peuvent pas, quand on ne répond pas nous aux besoins des aidants, l'idée c'est de pouvoir envoyer directement vers les partenaires qui étaient les plus à même de répondre aux aidants. Le guide de l'aidant sert donc à ça. Il est fait de telle manière qu'en fonction du besoin, l'aidant se réfère directement aux bonnes personnes. Voilà, c'était l'objectif du guide de l'aidant. Et c'est vrai qu'un des travaux de Solène Kéméré, c'est chaque mois de référencer toutes les offres qui sont proposées par tous les acteurs pour les aidants. Et donc, on envoie des plannings mensuels de tout ce qui se fait sur le territoire des Hautes-Alpes à tout le monde. Un guide pratico-pratique. Ludovic, je poursuis mon tour de table et j'en viens à vous. Vous, c'est la dynamique des aidants, comme a été présenté tout à l'heure par Marina. Comment vous avez avancé, vous, dans la mise en place de votre projet? Je dirais que ça ressemble assez à ce que Marina vient d'évoquer. En fait, alors, je veux juste l'essentiel. C'est une formation des aidants, en fait, qui a été, je vois Sébastien là-bas, en 2016, et ça fera le lien, le fil rouge avec l'entraide et comment on construit ensemble. En fait, c'est ça, on arrive en 2016, on monte des formations des aidants, c'était pour nous le départ, et il y a une plateforme de répit qui arrive et qui fait la même action, et donc on se rencontre à ce moment-là. Je vais faire court, je vais essayer. À partir de ce moment-là, en fait, on monte des projets, des forums des aidants. Et là, on commence à introduire. Premier forum, il y a 8 stands. Le dernier forum qu'on a monté en 2021, on avait plus de 40 stands et c'était dans la plus grande salle d'Angoulême. Voilà, donc on se connaît bien. Le cheminement arrive aussi, je dirais, la conférence des financeurs. Et les financeurs demandent d'avoir de la cohérence dans les appels à projets. On se réunit ensemble. On s'auto-proclame dynamique, collectif de la dynamique des aidants en Charente, et on met notre tampon sur les appels à projets. Ça n'a aucun argument juridique, mais par contre, ça montre qu'on s'est coordonné. On était une dizaine, je pense, de structures à mettre des projets et avoir travaillé un petit peu sur cette territorialisation. À partir de là arrive le Covid. Le Covid, on devient, encore une fois, des projets. On sort une gazette des aidants, parce qu'on était confinés et que les personnes n'avaient plus de visite, ou moins. On devient aussi producteur de radio, on fait une émission de radio. Tout ça, ça s'organise, je veux dire, sur les projets, les gens s'apprennent à se connaître, on travaille ensemble, on fait des choses bizarres. On monte derrière un lieu qui s'appelle la Maison de Léa aujourd'hui, qui est fait pour accueillir les aidants, mais aussi des partenaires. Ça aussi, un outil pour faire du lien, pour travailler ensemble. Et puis je dirais qu'on a une animation de territoire maintenant avec un bus de Léa. Et puis je vais finir là. On est en train de se questionner aujourd'hui sur à la fois la méthodologie
comment on arrive à faire ce qu'on fait, et aussi sur la territorialisation, puisqu'on est un territoire rural, et qu'effectivement, nos actions, il y reste des zones blanches. Et là, en ce moment, on est en train de travailler sur cet axe-là, amené avec la GIACARCO, la CFE, enfin la conférence des financeurs, qui nous amène aussi à travailler tous ensemble. Donc on est cet outil. Merci Ludovic. Des liens, des partenaires, c'est ce qu'on voit au fond à chaque fois avec chacune de vos initiatives. Estelle, justement, vous, votre démarche, elle s'appelle S'entraider, c'est évocateur également, sur qui vous vous êtes appuyé. Alors c'est S'entraider, c'est la région Île-de-France. Oui, bonjour. Donc S'entraider, région Île-de-France, il y a 3 axes du coup de S'entraider dans mon recommandation. Donc c'est la création d'un site ressourcesentraider.fr pour référencer l'ensemble de l'offre pour les aidants en Île-de-France, la création de mallettes à destination des professionnels pour les aider à mieux renseigner les aidants, et surtout l'organisation d'événements et de sensibilisation pour pouvoir s'approprier un petit peu ces outils. Et le levier de S'entraider, c'est vraiment pour toucher les aidants, il faut absolument sensibiliser et outiller les professionnels de première ligne, agents d'accueil, services d'aide à domicile, médecins généralistes, consultation diagnostique. On est aussi venu dans cet hôpital d'ailleurs pour une sensibilisation, pour qu'eux-mêmes soient le relais, puisque les aidants sont partout. Donc c'est vraiment l'axe majeur de S'entraider. Et la construction, le cheminement donc, du coup, du dispositif, ça a commencé sur Paris, puisque l'association était parisienne, avec des rencontres individuelles des acteurs clés. Donc acteurs clés à la fois dans le cadre de l'accompagnement des aidants, mais les acteurs clés également qui répondent aux besoins du proche, puisque c'est le premier besoin de l'aidant. Donc les dispositifs d'appui à la coordination, qui ont cette mission d'observatoire des personnes fragilisées par l'âge, la maladie, le handicap, l'ensemble des plateformes d'accompagnement et de répit, évidemment, les services de l'autonomie du département et la communauté 360 pour le versant handicap. Et une fois qu'on rencontre en individuel sur un département ces partenaires, l'idée c'est qu'eux-mêmes puissent nous dire qui sont les acteurs incontournables qu'on doit inviter dans le cadre de groupes de travail pour construire ces outils ensemble, donc le site et les mallettes. Et donc c'est un groupe de travail qui s'étoffe au fil du temps, qui permet de partir des besoins de l'aidant et à chaque besoin, quelle est l'offre sur le territoire et à qui s'adresser pour l'obtenir. Ça a donné lieu avec le premier guide, je crois en 2023 à Paris, à un guide de 45 pages. On est ensuite parti dans les Hauts-de-Seine, où il y a eu cette même méthode de travail, de commencer par rencontrer les DAC, les plateformes, et de savoir qui il fallait qu'on invite en plus. Donc dans les Hauts-de-Seine, il fallait absolument inviter tous les CCAS, puisqu'ils ont un rôle majeur dans l'accompagnement des aidants et des personnes fragilisées par l'âge, la maladie et le handicap. En allant dans le en 94, il fallait inviter les espaces autonomie, dans les Yvelines, les PAT. Voilà, toute cette complexité d'organisation médico-sociale qui fait que c'est extrêmement différent, fait que les groupes de travail étaient constitués par des acteurs différents mais essentiels. Et l'idée, c'est qu'à chaque groupe de travail, ça permettait d'avoir des nouvelles idées. Donc, les Hauts-de-Seine nous ont apporté le fait qu'il fallait rajouter dans le guide la question de la mobilité, qu'il fallait se poser la question de l'attestation aidant. Le dernier groupe de travail des Yvelines nous a apporté un nouvel éclairage aussi, on en parlait tout à l'heure. Jusqu'à présent, on était dans un guide avec les ressources pour les aidants de personnes âgées et les aidants de personnes en situation de handicap. La version des Yvelines, il y a pour les aidants de personnes malades. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir, au fur et à mesure des groupes de travail, avoir de nouvelles idées, étoffer le guide, étoffer la ressource, et amener également la question de la médiation, etc. Et d'en faire profiter les autres territoires qui ont débuté comme Paris, puisqu'on revient chaque année pour réactualiser les outils, réactiver le groupe de travail, pour profiter de l'expérience des autres territoires, pour alimenter le premier, et ainsi de suite. Donc voilà, travail infini qui fait que maintenant on est plutôt à des guides de 80 pages. On était parti de 40, c'est ça. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans mon témoignage aussi, c'est ce qu'on s'était dit, c'est que finalement, vous êtes parti sur un département, le fait de transposer sur un autre, ça nécessite, et ça vous le savez mieux que moi, d'adapter au terrain, avec les partenaires locaux, mais ça permet aussi d'enrichir l'initiative petit à petit. Et puis de mutualiser également les bonnes idées, puisqu'il y avait l'idée de partir aussi des outils existants. Donc, vous pouvez y avoir des territoires comme dans les Yvelines, où vous avez déjà créé un carnet de coordination pour améliorer le lien entre les professionnels et les aidants. Et l'idée, c'était de reprendre cet outil, de le retravailler ensemble et de proposer aux autres territoires ensuite. Donc, de vraiment mutualiser les initiatives, mutualiser les partenariats aussi.
avec nos proches. Et faire connaître du coup les outils aussi, j'y pense parce que je vois avec nos proches qui avaient fait le journal de santé des dents. Et donc on fait des mallettes, on sensibilise les professionnels, il y a un nouveau carnet, on l'associe dans la mallette pour le faire connaître également. Et c'est ce qui est intéressant, et vous pourrez après échanger sur le temps de pause pour justement vous donner un peu des billes, des tuyaux, des bonnes idées. À reprendre. Gaël, on va quitter un peu le territoire métropolitain, on part en Réunion, voilà. Bénédicte voulait avoir du terrain, on part sur le terrain à la Réunion avec vous. Votre initiative, c'est la Réunion des aidants. C'est bien nommé, je trouve. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées finalement dans la mise en place de votre démarche, et puis comment vous les avez surmontées? Alors, notre difficulté, en fait, ça a été vraiment, à un moment donné, de mener à bien notre action et notre mission principale, qui est de soutenir les proches aidants, donc dans leur parcours qui est un parcours souvent complexe et invisible. Et c'est vrai que nous, en fait, au début, quand on a été construit, notre rôle, il était avant tout un rôle de prévention et de venir apporter une touche dans l'accompagnement des aidants, en étant un petit peu la cerise sur le gâteau. Et on a rapidement en fait été, on va dire, pris par les réalités de terrain qui nous a ramenés dans une posture bien plus engagée au niveau de l'accompagnement donc des aidants et de notre intervention auprès des différents partenaires avec qui nous travaillons chaque jour. On a une plateforme d'écoute départementale sur laquelle nous recevons par mois plus de 350 appels. Chaque appel dure environ 30 à 40 minutes pour nous permettre vraiment de faire une évaluation à 360 degrés de la situation de chaque aidant qui nous interpelle. Cette porte d'entrée, elle nous a amené à passer d'une mission de sensibilisation à vraiment un accompagnement de fond en fait, des aidants et de toucher au plus près les difficultés qui sont rencontrées par les aidants, et notamment à adapter en fait nos outils d'accompagnement. On est aujourd'hui dans tout ce qui est réévaluation des droits, des différents accès en fait aux dispositifs de droit commun par les aidants. On est là aussi pour apporter du soutien psychologique, de faire de la coordination d'acteurs sur le terrain, de mettre en place de l'accompagnement donc administratif et bien d'autres. Et ça nous impose en fait une rigueur qui est constante, avec notamment cette vigilance à éviter donc, les interventions en doublon et les confusions de rôle, à connaître précisément les cadres d'intervention de chaque acteur du territoire, respecter les limites de notre propre champ d'intervention et composer avec des dispositifs qui sont existants sur le territoire mais qui sont parfois cloisonnés, voire même souvent, avec peu d'interconnexion. Et du coup, ça nous amène à être dans une posture qui est à la fois une posture qui doit être ferme et souple. Pourquoi? Puisque souple, parce qu'il faut que nous soyons en capacité en fait, de nous adapter aux situations qui sont vraiment toutes différentes les unes des autres. Ferme pour poser des cadres et clarifier les responsabilités de chacun. Et surtout, ça nous a amené en fait, à devenir bien plus qu'un maillon de la chaîne dans l'accompagnement des aidants. Aujourd'hui, en fait, on est la pièce de jonction qui permet aux dispositifs de se répondre entre eux. Estelle, à s'entraider justement, vous l'avez dit tout à l'heure, l'initiative finalement, elle a traversé les départements d'Île-de-France, elle a basculé. Comment vous avez travaillé? Est-ce que déjà ils travaillent entre eux? Et comment vous travaillez avec eux? Comment vous avez organisé le fait que chacun soit à sa place et puisse bien travailler ensemble? Alors, il y a eu des dynamiques très différentes d'un territoire à l'autre. Sur les Hauts-de-Seine, par exemple, il y avait une volonté, une fois qu'on avait fait aboutir les outils, que ce soit les acteurs du groupe de travail qui soient eux-mêmes les relais sur les sensibilisations des professionnels de leur territoire. Alors ça, je crois que c'est assez inédit, il n'y a que les Hauts-de-Seine qui ont proposé de le faire, sinon c'est moi qui me déplace. Après, il y en a d'autres qui, que ça a favorisé l'interconnaissance. Alors l'interconnaissance à la fois, surtout des limites de tous les services qui font de l'information, orientation et coordination. C'est vraiment ces services-là où on a du mal à connaître un petit peu les limites de chacun sur l'accompagnement. De faire connaître les plateformes d'accompagnement et de répit, je crois qu'elles ne manquent pas d'activité, mais malgré tout, je me rends compte qu'à chaque sensibilisation, les professionnels ne savent pas ce que c'est que des plateformes d'accompagnement et de répit, ils ne savent même pas qu'il y a des services dédiés à l'accompagnement des aidants.
Donc ça a favorisé l'interconnaissance et la volonté de créer des événements ensuite forts de ces outils qui ont été créés. Sur le Val d'Oise, par exemple, de me solliciter pour les aider à organiser un événement où ils ont aimé travailler ensemble, le fait d'avoir créé des outils papier concrets, d'avoir organisé un événement tous ensemble, puisque les événements, c'est pas moi qui prends la parole, c'est vraiment est-ce que vous voulez créer un événement? S'ils me disent oui, tout le monde prend la parole à la conférence et tout le monde y participe activement. Donc mine de rien, travailler comme ça pendant 6 mois avec les mêmes acteurs et d'avoir pu concrétiser des outils, concrétiser tout ça par un événement, ça fédère les acteurs qui ont envie de renouveler l'expérience et qui du coup se saisissent des outils pour après mener les événements seuls sur leur territoire. Ça a amené autre chose aussi de travailler ensemble, c'est qu'on se pose la question à chaque besoin, quelle est l'offre et à qui s'adresser. Parfois il n'y a pas d'offre ou personne à qui s'adresser. Donc du coup, c'est réfléchir ensemble à est-ce qu'on peut proposer déjà de nous-mêmes, le groupe de travail, quelque chose. Et le fait de réunir les interlocuteurs, ARS, départements associatifs, CDCA, etc., ça permet aussi d'être force de proposition, de décision. Donc par exemple, on a eu des territoires où il y avait des zones blanches avec aucune plateforme d'accompagnement et de répit. Et les 3 plateformes d'accompagnement et de répit disent, bon zone blanche, le Vexin, nous on est d'accord pour intervenir pour les aidants sur la partie Vexin. Et on peut l'écrire dans les outils s'entraider. Il n'y a pas de financement, il n'y a rien, mais il y a juste une prise de décision en fait ensemble pour qu'il y ait une réponse à apporter à tous les aidants, quel que soit leur lieu d'habitation. Et en un mot, je crois que vous avez créé aussi un petit fait quoi, vous m'aviez dit. Alors, ce que j'appelle le qui fait quoi, c'est justement ce tableau par des besoins, l'offre, et où du coup on découvre vraiment, c'est à qui on s'adresse pour un dossier d'APA, mais à qui on s'adresse pour pouvoir aider à compléter le dossier, à qui on s'adresse pour avoir des éléments juridiques. Et voilà, c'est en ça qu'on fait le qui fait quoi, puisqu'il y a 2 pages de qui fait quoi, qui est je réponds aux besoins de mon proche, et puis après il y a le qui fait quoi dans le soutien à l'aidant, en termes de médiation, etc. Un outil très pratique, très aidant, si je puis dire. Merci Estelle. Gaëlle, vous, à La Réunion, donc vous avez un rôle, vous l'avez dit, de coordination entre les différents acteurs, presque un rôle de vigie, si on peut dire, pour que chacun trouve sa place et reste dans son cadre. Comment vous collaborez avec vos différents partenaires? C'est un travail en fait qui se fait sur le terrain. C'est un travail qui est minutieux. Tout à l'heure, en fait, dans l'introduction, quand j'entendais voilà, que c'est de l'investissement, c'est le travail avec les aidants est un travail en fait qui est hyper enrichissant. Et nous, on le fait avec beaucoup de motivation. C'est une vraie passion. Et c'est une passion en fait qu'on a la chance de porter avec notre directrice, donc Madame Bergot, Stéphanie, qui n'est pas présente aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, concrètement sur le territoire, on a un petit peu un rôle de guichet intégré qui nous amène à être au croisement de différents dispositifs d'appui et de soutien aux aidants. Cette posture, cette vision, elle nous est possible puisqu'on a un maillage qui est fort. Et une dynamique partenariale qui est qui est assez consolidée en fait sur le territoire réunionnais. Et on a donc à travers différents outils, comme je disais, qu'on a créés, notre ligne d'écoute, l'évaluation globale, les permanences sociales qu'on met sur les territoires. On peut aujourd'hui travailler avec les différents acteurs donc, de terrain. Et nos acteurs en fait ils sont variés. Parce que nous, dans notre mission d'accompagnement, en fait, on accompagne tous les aidants. C'est-à-dire, peu importe en fait la pathologie de l'aidé, peu importe s'il s'agit d'une personne âgée, d'une personne en situation de handicap, un adulte ou un enfant, notre champ d'intervention, en fait, il est très large. Comme je disais, en fait, ça nous demande du coup d'avoir une connaissance assez fine des missions et des rôles de chacun. Et cela nous permet aussi de mettre en place en fait des partenariats. Et d'avoir des actions sur les territoires qui correspondent vraiment à la réalité et aux problématiques des aidants. Donc aujourd'hui, dans nos différentes actions, au-delà en fait des cafés des aidants, pour lesquels en fait nous avons 19 cafés des aidants ouverts à l'île de la Réunion. Donc on a 24 communes, donc on en a 19 ouverts donc sur le territoire. Donc notre objectif c'est d'en avoir 24. Puisque c'est vraiment en fait un outil qui est très bien investi en fait par les aidants et une forte demande donc des aidants de pouvoir effectivement rompre leur isolement, sortir de cette prise en charge, aller rencontrer d'autres aidants et de pouvoir parler sans aucune restriction de leur vécu d'aidant.
On travaille avec aussi le CHU, avec notamment donc, des consultations, dans le cadre des consultations mémoire, où on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité vraiment de pouvoir mettre un accompagnement au plus près de l'annonce du diagnostic, pour que les aidants en fait, soient au fait de ce qui existe en termes de dispositifs de soutien et d'accompagnement des aidants, mais aussi sur l'impact en fait, physique et psychologique du rôle d'aidant. Donc on a pour cela en fait, une permanence qui est mise en place dans le cadre des consultations mémoire. On travaille avec les centres de ressources territoriaux, justement pour ce travail en fait, d'information et de sensibilisation. On travaille avec les bailleurs sociaux, avec les différents CCAS du territoire, les structures de répit, les associations thématiques. On sillonne les routes pour sensibiliser les professionnels et les aidants via notre caravane Ça qui aide. Donc voilà, donc ce sont différents dispositifs en fait qu'on mène, et cette coordination, elle nous permet de croiser les regards pour affiner les diagnostics, de créer en fait des synergies d'action sur les territoires, et surtout d'être au plus près de réalité, donc de la réalité donc du terrain. Et voilà, on a un très beau proverbe qui dit que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et je pense que sur la question des aidants, c'est ce qui est important aujourd'hui. En 2024, on a accompagné donc plus de 2000 aidants dans notre dispositif d'accompagnement. Notre force, c'est de savoir travailler avec, puisque même si effectivement on a un champ de compétences et de connaissances qui est assez fort, on n'a pas la prétention de tout faire tout seul, parce que tout seul en fait on n'y arrive pas. Et en fait nous, notre rôle, voilà, c'est vraiment par ce travail en réseau et avec les partenaires, de mettre chaque acteur en fait en capacité d'agir au bon moment et au bon endroit et pour le bon besoin et au profit des aidants. Merci Gaëlle. Alors, est-ce qu'il y a un peu de mieux? Allô, allô, le voilà. Donc je disais merci Gaëlle, vous avez passé plein de beaux messages, j'ai vu des citations aussi qui sont à retenir pour certaines. Ensemble on va plus loin. Alors Ludovic, ensemble justement, quels soutiens ont été particulièrement importants dans votre démarche? Écoutez, c'est les soutiens de tout le monde en fait, hein. C'est vraiment l'entraide, la collaboration qui est importante dans ce genre de choses. Je reviens sur Gaëlle, enfin je ne vais pas redire ce qu'elle a dit, mais le guichet intégré, effectivement on entre n'importe où, en fait l'interconnaissance permet d'orienter la personne vers le meilleur dispositif, ou en tout cas les dispositifs. Donc ça c'est important. Je veux juste rajouter que en tout cas dans notre dynamique, il y a aussi des financeurs. Ça c'est aussi important parce qu'on peut créer et on se connaît et on crée des projets qui vont dans le sens des politiques publiques, des politiques institutionnelles et aussi du territoire. Donc ça c'est important. Et puis on a aussi des entreprises. Ça commence à venir. Je ne dis pas que c'est simple. On a quelques grosses entreprises de notre territoire qui commencent à venir dans la dynamique des aidants, qui viennent s'inspirer, qui viennent donner aussi. On fait des after-work, on fait des choses comme ça. Donc en fait, c'est la multiplicité des acteurs qui est intéressante pour moi dans cette dynamique. Et ça porte bien son nom, la dynamique des aidants. Estelle, je reviens vers vous. Finalement, quel est le point fort de la collaboration entre les différents acteurs, et pour quelle perspective dans vos initiatives? Alors, les perspectives, celles initiales, qui sont quand même de former le maximum de professionnels. On doit être à 6000 professionnels sensibilisés sur la région Île-de-France, toucher du coup indirectement les aidants, et puis être force de propositions et de projets innovants. Donc on a pas mal d'idées, il y a des entreprises qui nous sollicitent de plus en plus. Ce n'était pas du tout le projet initial, mais on était sollicité, donc on est intervenu et on se dit qu'il faudrait développer des actions par rapport aux entreprises. J'ai parlé d'initiatives partenariales qui ont permis de prendre des décisions en groupe de travail pour pouvoir répondre à des besoins non comblés ou à des zones non comblées, mais il y avait aussi des propositions de mutualisation. Toujours pour exemple, pour le coup, c'est les Yvelines, l'un qui a eu un financement pour un bus, l'autre qui avait l'idée d'intervenir avec des objets d'animation pour les activités aidant-aidés à partager. Et où en parlant, on se dit finalement qu'on pourrait mutualiser un projet commun sur les zones blanches avec les différentes idées et les financements partiels de chacun. Donc, perspective, c'est quelque chose d'un petit peu mobile sur les zones blanches également.
voilà, tout est encore à construire, des idées fusent de partout. Tant mieux, tant qu'il y a des idées, c'est toujours porteur et voilà, plein de perspectives. Je retiens aussi voilà, l'idée d'aller dans les entreprises parce que je crois qu'il y a quelque chose à développer qui se développe de plus en plus. Et là, c'est les salariés qui parlent. Ingrid, je vais terminer avec vous sur Territoire des aidants. Aujourd'hui, donc 3 volets principaux qu'on peut schématiser ainsi. La mise en relation entre les acteurs de terrain, la sensibilisation du grand public sur la cause des aidants, et puis l'édition annuelle du guide des aidants dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est quoi l'étape d'après et voilà l'évolution de l'initiative, le pas de plus? L'étape d'après, en fait, là, un exemple concret de ce qui anime en ce moment Territoire Aidant, c'est le projet, l'enjeu du passage au numérique. Et je vais regarder Marguerite Noblecourt là-bas. Coucou Marguerite. Puisque effectivement, là, le département des Hautes-Alpes travaille conjointement avec la fondation Edith Selzer qui porte donc Territoire Aidant et Ma Boussole Aidant pour justement développer tout le côté numérique. Donc, un des enjeux de Solène, là, c'est de travailler au corps les partenaires pour qu'ils renseignent au mieux justement Ma Boussole Aidant et qu'on puisse y trouver le maximum de solutions qui existent sur notre territoire. Donc ça, c'est une des choses. Et ensuite, les perspectives aussi personnelles vraiment qui tiennent à cœur de Solène en l'occurrence, c'est de pérenniser le poste qu'elle a en ce moment de coordinatrice et d'animatrice de ce réseau de partenaires, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Bénédicte, qui citait elle-même Charles Pépin, se voir en vrai, c'est quand même toujours mieux. Et donc là, les rencontres partenariales, grâce à Solène, ont lieu à minima tous les 2 mois, une fois tous les 2 mois, notamment pour préparer notre semaine nationale des aidants, puisque la journée s'est transformée en semaine, hein, avec tout ce petit monde. Et sauf que pour ce faire, en ce moment, on a des financements qui ne sont pas pérennes. Donc, un des enjeux majeurs dans les années qui viennent, c'est de pouvoir obtenir ces financements et pérenniser ce poste. Merci, vous nous faites le lien avec le sujet de cet après-midi. On en parlera, je pense, à la table ronde de début d'après-midi. Je retiens un mot en fait qui a été cité par Gaëlle. Elle a cité beaucoup de choses aussi, Gaëlle. Vous aussi tous, hein, c'est le mot passion. Et en fait, Bénédicte m'avait dit, vous allez voir, ils sont tous passionnants et passionnés. Il va falloir veiller à ce qu'ils ne soient pas trop bavards non plus, parce que quand on les lâche... Et c'est vrai, vous êtes tous passionnés, mais je pense comme tous dans la salle. Et justement, on va prendre quand même quelques minutes pour voir si dans la salle vous avez des questions à leur poser, un témoignage complémentaire à apporter. C'est le bon moment. Alors, ne soyez pas timide, on vient vers vous avec un micro. Alors même pas besoin de crier, on vous entendra fort bien. Alors, personne n'ose se lancer, sinon je peux interpeller aussi. J'ai des anti-sèches, c'est pas de bol. Hein. Alors, on va peut-être aller demander, voilà, en quelques mots, c'est Viridiana Roumeau, qui est juste là. L'heureux élu. Bon, on va pas se mentir, c'est pas comme si elle s'y attendait pas. Mais peut-être, voilà, un témoignage complémentaire aussi avec votre initiative. Oui, complètement. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Viridiana Roumeau, je suis responsable du service de prévention d'une association départementale de Dordogne. Nous portons 3 services. Un service de téléassistance qui comprend aujourd'hui pratiquement 7500 adhérents et 15 000 aidants qui gravitent autour de nos adhérents. Un deuxième service qui est une antenne Allo Maltraitance de la fédération du 3977 et le 3e service dont je suis la responsable. Alors, au niveau des aidants, nous sommes très impliqués depuis 2012. Nous avons commencé en fait à nous y intéresser de par le service de téléassistance qui est pour nous un beau laboratoire, je dirais, sur la question des aidants. Et puis de fil en aiguille, on s'est rapproché de structures, de l'Association française des aidants, avec qui nous avons déployé les cafés, les ateliers mieux comprendre pour mieux agir. Je me suis trompée. Et à côté de ça, effectivement, on a développé d'autres actions avec nos partenaires locaux, notamment un module de sensibilisation pour les DE AES, notamment avec des centres sociaux, notamment un centre de formation et également des formations jeunes de premier secours avec un module animé également par un ergothérapeute. Donc plein d'initiatives. Merci. On pourra aussi vous retrouver dans Mosaïque Aidante, dont a parlé Bénédicte. En introduction, vous avez le droit aussi de réagir.
derrière cette table ronde qui est un petit peu, voilà, pas complètement ronde. Et si vous voulez prendre la parole, il faut vous sentir aussi libre si vous voulez réagir au témoignage. Et on va aller voir Françoise Bouillon aussi, la cigale et la fourmi, qui est là-bas. Bonjour à tous. Je suis donc présidente de l'association La Cigale et la Fourmi Relais Aidants Aidés. Donc nous sommes situés à côté de Rouen. Notre initiative est partie d'un constat professionnel d'aide à domicile. Donc l'idée c'était de permettre un lieu d'échange et un lieu ressource pour les aides à domicile et leur permettre de trouver des ressources, des informations sur leur formation, sur comment intervenir au mieux pour elles, mais aussi et beaucoup aussi pour les personnes aidées et les aidants. Et du coup, nous avons ouvert ce lieu d'échange et lieu ressources pour les proches aidants. Et donc, se côtoient chez nous à la fois des professionnels et des proches aidants. Et donc, nous avons depuis 2018 organisé des formations des aidants qui sont devenus des ateliers Comprendre pour agir, et puis des cafés des aidants. Nous sommes une association de bénévoles, que des bénévoles. Nous essayons de toucher justement les aidants au plus près. Notre posture, c'est d'être dans la complémentarité de ce qui existe et de lancer une dynamique. Donc la dynamique, elle prend bien. Maintenant, les limites, c'est nos limites humaines et ressources financières, effectivement. Donc du coup, on s'appuie sur le département pour essayer de trouver des moyens de coordonner, d'élargir, de coopérer avec les voisins, par exemple. Et l'idée étant que lorsque nous sommes interpellés par des entreprises, par exemple, pour une intervention, nous n'avons pas forcément les moyens humains d'intervenir et nous faisons appel à l'Association française des aidants. Donc c'est ce relais de territoire local qui nous permet de développer nos actions, de nous faire connaître et de relayer bien sûr auprès des acteurs qui sont bien implantés sur le territoire. Merci. Allô, allô. C'est bon, merci Françoise Bouillon pour votre témoignage. Vous êtes aussi dans la mosaïque aidante, une des 10 initiatives qu'on pourra retrouver. On en arrive quasiment à la fin de cette petite matinée. Merci à nos 5 intervenants de ce matin qu'on peut aussi applaudir. Vous allez avoir l'opportunité de les rencontrer sur la pause déjeuner et de pouvoir échanger, leur poser les questions que vous n'avez pas osé leur poser en direct. Et je suis sûr qu'elles sont nombreuses. Simon, peut-être un petit mot de clôture, un mi-parcours de cette journée. Alors juste un petit mot pour faire court avant le déjeuner. Moi, ce qui me frappe, je ne sais pas si vous vous connaissiez les uns les autres avant, mais en tout cas, il y a une richesse incroyable d'initiatives dans tout le territoire. Et c'est aussi, quelque part, là où on veut être. C'est dans la valorisation de ces initiatives. Elles prennent différentes méthodes, différents moyens, différents chemins. Mais en tout cas, toutes, elles font sens. Et donc, on est particulièrement content de vous accueillir ce matin.